Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Voilà, et 0826 300 300 jusqu'à 9h, vous avez la parole, bien sûr, pour réagir sur tous les sujets qu'on a évoqués ce matin, et puis d'autres, bien sûr. Le cafouillage autour de la réforme des retraites, vous l'avez entendu. La proposition, alors qui a été rejetée dans un premier temps, mais qui reviendra probablement un moment ou un autre, de transformer gratuitement les locataires de logements sociaux en propriétaires après 20 ans d'occupation. Et puis, la nuit de Sarko, le petit-déj, là, il a dû prendre son petit-déj à la prison de la Santé. Mais vous avez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais hier soir, il n'a pas été très bien accueilli. Certains l'ont bien accueilli, mais pas tous. On y reviendra dans un instant. Bon, tout d'abord, sur la réforme des retraites, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Éric Revel? Il faut comprendre qu'il y a une confusion totale qui s'installe, alimentée par le président de la République depuis Ljubljana en Slovénie, où il se trouvait pour un sommet supplémentaire sur l'avenir du monde et de la planète. Il a jeté un pavé dans la mare, le chef de l'État, en disant que cette réforme des retraites n'était ni suspendue ni abrogée, mais décalée. Donc, si je rembobine le fil de l'histoire, je vous rappelle que le Parti socialiste avait obtenu de Sébastien Lecornu que la réforme soit suspendue, la fameuse réforme des retraites, contre l'assurance que le PS ne censurerait pas le gouvernement. Donc là, Emmanuel Macron remet une pièce dans la machine à la confusion, parce que quand il dit qu'elle est seulement décalée, elle est seulement décalée après 2027, après l'élection présidentielle, mais il sera plus au pouvoir, si vous voulez. Donc en fait, plus personne ne sait sur quel pied danser, et très concrètement, cette situation de confusion totale intéresse les retraités aujourd'hui, et les futurs retraités. Les futurs retraités, parce qu'ils ne savent pas si on appliquera une réforme suspendue ou pas, quel nombre de trimestres ils devront afficher pour partir à taux plein. Et puis pour les retraités actuels, il y a un phénomène, il y a un fait marquant qui s'est produit, c'est que l'Agirc-Arrco, qui gère les réformes complémentaires du privé, a décidé de suspendre l'augmentation indicielle qui était prévue des retraites, parce que précisément personne ne sait où on en est. Donc déjà les retraités qui devaient avoir une petite augmentation de leur retraite complémentaire du privé ont vu cette retraite gelée, suspendue, parce qu'en fait, personne ne sait où va cette réforme et ce régime. Donc, si vous voulez, pardonnez-moi, mais on est dans une confusion totale. Emmanuel Macron retire le tapis d'une certaine façon sous les pieds de son Premier ministre, et il donne de l'oxygène, l'air de rien, à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, indirectement, effet collatéral. Pourquoi ? Mais parce que Mélenchon a beau jeu de dire, vous voyez, je vous avais prévenu, vous allez vous faire enfumer. J'ai l'impression d'entendre un savant du Talmud. Bon, Elisabeth Lévy. Alors d'abord, sur la non-indexation des retraites, excusez-moi, les salaires stagnent dans presque tous les secteurs. Il y a des gens comme votre servante dont les salaires n'augmentent pas depuis des années. On peut demander aux retraités de ne pas... voilà. Chère Elisabeth, vous avez raison, mais les règles du jeu sont les règles du jeu. Il y a des augmentations mécaniques. D'accord. Est-ce que... Bon, voilà. D'accord. Et voilà. on demande des efforts. Retraités. Bon. Sur des petites, mais à 900. Tout le monde doit faire des efforts. Les petits salaires, vous croyez qu'ils augmentent? Les smicards, ils n'ont pas augmenté non plus. Donc, si tout le monde doit faire des efforts, je pense que ça n'est pas non plus, si vous voulez, voilà. Ça me choque pas. La deuxième chose, c'est que il y a une arnaque depuis le début dans cette affaire de suspension. C'est que qui a le pouvoir? Vous croyez que quoi? La loi, c'est comme ça? Ah bah tiens, on a changé d'avis, on la suspend. Bah non, vous avez voté une loi, vous pouvez pas la suspendre d'un claquement de doigts. Il faut que le Parlement revote une loi, et ça, si vous voulez, là où les socialistes se sont fait un peu enfarinés, c'est que le Cornu leur a promis qu'elle serait discutée, mais il ne peut pas leur donner une majorité pour la suspendre. Donc vous êtes mélanchoniste ce matin, Elisabeth. Vous dites comme moi que Mélenchon, ça lui donne de l'oxygène. Je vous ai laissé parler. Si vous m'interrompez tout le temps, j'y arrive pas. Donc, si vous voulez, depuis le début, si vous voulez, il y a un peu une incertitude sur cette affaire. Alors pour le reste, je m'en remets à Rabbi Revel, parce que vraiment, je ne comprends pas ce que fait Emmanuel Macron, je ne comprends pas du tout. Ces histoires de référendum, je n'y crois pas. Il nous a baladé avec le référendum. On a fait un papier le mois dernier dans Causeur, assez drôle, mais je vais dire, le référendum, c'est l'Arlésienne d'Emmanuel Macron. Donc, ne comptez pas sur un référendum. Non mais attendez, juste, j'ajoute quelque chose, parce que vous avez raison, il a annoncé aussi un référendum sur les retraites, Emmanuel Macron. Il n'a pas annoncé, ça pourrait se faire. Mais si vous voulez, où je ne suis pas du tout d'accord avec Elisabeth sur les retraites, je rappelle qu'il y a deux ensembles dans une retraite. Il y a
les retraites de base qui sont payées par l'État et les retraites complémentaires qui sont payées par le privé. Donc l'Agirc-Arrco, pardonnez-moi, mais l'argent de l'Agirc-Arrco, l'argent de l'Agirc-Arrco, c'est de l'argent du privé, c'est de l'argent des cotisations. Je vois pas en quoi les gens qui ont cotisé toute leur vie devraient faire un effort et se contenter d'applaudir quand on bloque leur augmentation indicielle. C'est pas de l'argent public. C'est pas de l'argent public. 300, moi je pense qu'ils ont bien compris aussi les auditeurs. Ce qui se passe, c'est Olivier de Maine qui est avec nous au 0826 300 300 et qui vient se mêler à la discussion, à la conversation avec nous, évidemment, comme chaque jour. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick Roger. Ouais. Je viens d'écouter justement la télé, ils en parlaient, il y a 3 minutes. Et effectivement, alors le Cornu dit elle est suspendue, il n'y a pas de problème. Là derrière, il remonte Macron qui dit non, elle est décalée. Alors c'est quoi la différence entre suspendu et décalé? Parce que moi, pour moi, suspendu, ça veut dire qu'on va la remettre plus tard. C'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est jouer sur les mots. Par contre, les mots de Macron, je sais pas, il cherche quoi? Une guerre civile? Il cherche, je sais pas, parce que les gens sont descendus dans la rue pour la retraite. Il veut peut-être que les gens reviennent encore dans la rue. Pendant ce temps-là, comme ça, il gagne encore du temps pour finir son mandat. Honnêtement, Olivier, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à travers ces mots décalage, finalement, il veut préserver la seule chose notable de ce second mandat, c'est-à-dire cette réforme des retraites, en disant oui, je l'ai fait, mais bon, elle est un peu décalée, quoi. C'est ça, finalement. C'est certain. Il veut montrer que c'est lui le patron. Il tape sur la table et il dit c'est moi le patron, c'est moi qui décide. On sait depuis le début qu'il est là que ces premiers ministres, ils décident de rien du tout. Ils obéissent au doigt et à l'œil à ce qu'il dit. Ça a toujours été. D'ailleurs, quand le Cornu a demandé sa démission, je me doutais qu'il allait revenir, parce que je vois pas qui il allait mettre. Et il est revenu alors, le Cornu a dû dire, change-moi quelques ministres et l'affaire est faite, quoi. Parce qu'ils sont bien copains tous les deux. Mais à un moment donné, là, ils jouent au chat à la souris tous les deux. Moi, c'est suspendu, je vous garantis, c'est suspendu. L'autre dit non, c'est décalé. Ce qui est la même chose, mais il veut affirmer son pouvoir sur le gouvernement. C'est-à-dire le Premier ministre, c'est pas lui qui gouverne, c'est le Président de la République. Et ça devient grave, Parce qu'on s'amuse avec les gens jusqu'au jour où, je sais pas, parce qu'à un moment donné, je discute beaucoup dans la rue et les gens ils disent mais qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'on retourne en 1789, qu'on mette les têtes au bout des pics dans la rue ou parce que ils font n'importe quoi. Moi ils m'ont parlé d'une augmentation je vais peut-être toucher 5 € de plus à ma retraite. Olivier, vous êtes à la retraite. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous touchez combien? Votre retraite, elle est de combien? 1 500 € par mois. Combien? 1 500 €. 1 500 €. Mes deux retraites cumulées. Deux retraites cumulées. Retraite de base et la complémentaire. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement ou pas? Heureusement, oui. Heureusement, oui. Non, mais bien sûr, parce que... Oui, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais. C'est l'un des sujets. Merci, mon cher Olivier. Puisqu'on parle justement des logements, devenir propriétaire de son logement social quand on l'occupe depuis 20 ans. Alors, ça est une idée de Philippe Juvin. Pour l'instant, ça a été balayé à l'Assemblée, mais... ça fait quand même débat. On va en parler dans un instant. J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Elisabeth Lévy et Éric Revel également. Vous, bien sûr. Et puis on reviendra aussi sur Nicolas Sarkozy là et l'accueil qu'il a eu du côté de la prison de la Santé. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Bon, il y a une proposition qui a fait beaucoup de bruit, c'est devenir propriétaire de son logement social au bout de 20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou pas? Ou c'est plutôt révoltant? Vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée qui a été avancée par Philippe Juvin, qui est rapporteur général de la Commission des Finances. Alors, bon, ça a été balayé dans un premier temps, comme son histoire, en fait, aussi de payer pendant 10 ans à 70% des fonctionnaires pour qu'ils quittent leur poste. N'empêche que c'est un vrai sujet, un vrai débat. On va l'évoquer. Sylvain de Megève est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis absolument contre, pour une raison simple. Si on fait des manipulations sur l'immobilier en ce moment, c'est pour retrouver des nouveaux logements. Et le gros problème de cette idée, c'est que à terme, elle va considérablement réduire l'offre des logements HLM.
et cela va déborder sur les logements privés et ça va et on va avoir de plus en plus de problèmes. La seule solution pour résoudre le problème de l'immobilier, de la construction de l'habitation en France, c'est trouver du foncier et demander aux communes qu'elles autorisent des permis de construire. C'est la seule solution. Non mais vous avez bien posé le problème. Alors, je vais vous dire, c'est Sylvain. Oui, c'est Sylvain. Mais je précise. Il a très bien résumé le problème. Sylvain Lévy-Valency, qui est notre spécialiste immobilier, là, chaque samedi midi, c'est que il existe déjà le prêt social logement accession. C'est-à-dire, c'est les ventes de logements sociaux qui sont décotés aux locataires et ça existe en fait. Déjà là, il s'agit, on donnerait gratuitement. Non mais ça existe déjà et Sylvain, là, notre auditeur a mis le doigt exactement sur le sujet. En fait, ce qu'il manque, c'est davantage de logements sociaux. Je rappelle que 3 millions de ménages sont en attente d'un logement social dans ce pays. Dernier chiffre publié en juin, là, 2025, juste avant l'été. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas l'accession à la propriété de logements sociaux, c'est comment on trouve du foncier pour construire de nouveaux logements sociaux. Est-ce qu'on réhabilite, par exemple, des anciens hypermarchés, comme c'est en projet, à la périphérie des villes? Est-ce qu'on capte du foncier de la SNCF? Tout ça est sur la table, mais l'accession à la propriété ne réduira pas l'embolie qu'on connaît dans le parc des logements sociaux en France. Sylvain a raison. Alors, moi, je ne sais pas du tout... d'abord, sur le papier, je trouve que c'est très bien que les gens sortent du système HLM. Simplement, il y a quand même beaucoup de gens qui, quand ils sortent du système HLM, veulent aussi sortir de la cité HLM. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'acheter le logement. Pas tous. Ce n'est pas toujours aujourd'hui dans des cités HLM. Il y a eu beaucoup de rénovations. Il y a des cas très contrastés. Mais moi, en fait, ce que je pense, c'est que ce système HLM est une catastrophe. Et que parce qu'il enquiste, d'abord parce que les gens ne savent plus combien coûte un logement. C'est comme pour les soins, ils n'ont aucune idée, si vous voulez, ils sont complètement hors marché, que ça a créé ce que ça a créé, on le sait très bien, avec des gens où personne ne se sentait responsable en réalité de la collectivité, plus les problèmes de ghetto, etc. Et que, en fait, ce qu'il faudrait, si vous voulez, c'est plutôt inciter les gens, alors en donnant des aides à la place, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut rien faire et laisser les gens se loger avec les prix qu'on connaît dans le privé, mais donner des aides avec lesquelles les gens se logeraient eux-mêmes dans le parc privé et inciter les gens aussi à faire des investissements immobiliers en vue de leur retraite. Parce que, comme le disait tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut absolument sortir de ce système d'assistanat total qui met les gens dans une autre réalité. Non, puis surtout, en fait, donc je trouve, alors il faut tout détruire. Voilà. C'est comme l'école. Pas tout, mais bon, il faut non, détruire le système. Je ne voulais pas dire détruire les immeubles. Non, mais c'est vrai. Et normalement, c'était un sas pour pouvoir permettre de mettre le pied à l'étrier et tout. On va terminer en fait là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais un locataire social, on prend un exemple. C'est Sylvain Lévy-Valency qui m'a transmis. On en parlait ce matin. 700 € grosso modo pour un 3 pièces en Île-de-France. Dans le privé, c'est 1500 €. La valeur de l'appartement est à peu près la même, c'est-à-dire 400 000 €. Bon 20 ans de logement social loyer cumulé, ça fait 170 000 €. C'est-à-dire que la personne, pour 170 000 €, elle peut avoir ce logement. C'est vrai pour tous les locataires, ça. Mais non, parce que dans le privé, c'est plus cher, donc c'est la même valeur. Il faudra débourser 360 000 €. Patrick. Pas la même chose, c'est le double. Bon, allez, mais maintenant on passe à Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est un vrai sujet, on pourra en parler des heures. Vous allez en reparler chez Valérie Expert, puisque vous serez là tout à l'heure. Tiens, réservez ça dans vos coups de gueule, si vous voulez. Mon cher Eric. Bien, chef. Hashtag. Je le fais. Cette censure odieuse d'Éric Revel est insupportable. Je serai obligé de traiter le sujet tout à l'heure. Valérie, tu notes, hein? Bon. À tout de suite. Voilà. Non, mais ça, c'était un bon sujet. Laissez parler Benjamin. Oui, Benjamin. D'abord, heureusement que vous êtes là, Elisabeth. À chaque fois. C'est ça. À peine incarcéré à la prison de la Santé. Donc, Nicolas Sarkozy a subi des moqueries et même des menaces de la part d'autres détenus. On en a parlé ce matin, mais c'est bien sûr ça, en fait. Oui, alors, vous allez l'entendre, notamment cette vidéo diffusée par un homme sur les réseaux sociaux. Il a accueilli Nicolas Sarkozy, bien d'une manière assez violente. La vidéo en question, elle m'a été certifiée par l'une de mes sources qui me dit qu'elle a bien été tournée depuis une cellule de la prison de la Santé. Écoutez. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule. Il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus.
Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko, Ziad, Takedjin, on est au courant. Les milliards de dollars. Voilà pour cette vidéo qui, a priori, je vous le redis, selon l'une de mes sources, a bien été tournée dans une cellule à la prison de la Santé. Rappelons en ce qui concerne la sécurité de Nicolas Sarkozy, quelques informations. Il a été placé à l'isolement. Il ne croisera donc aucun autre détenu durant son incarcération. Et alors ça ne s'arrête pas là, puisque l'ancien président est en plus protégé 24 heures sur 24 par 2 policiers enfermés, donc aussi en prison, 2 officiers qui sont installés dans une cellule voisine. C'est une information à la DLCI. L'un des avocats de Nicolas Sarkozy, maître Darrois, était d'ailleurs en plateau lorsque la nouvelle est tombée. Non, j'ai jamais vu ça. Je constate donc que l'information que vous donnez, le ministère de l'Intérieur et l'administration pénitentiaire sont responsables de la sécurité de Nicolas Sarkozy. Donc ils ont estimé apparemment indispensable de compléter sa protection. Voilà, une décision inédite, selon maître Darrois, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Bon, ce ne seront peut-être pas les 2 mêmes policiers qui vont rester pendant tout le séjour là. Ça va peut-être pas pour eux. Enfin, l'air de rien, on a 2 innocents qui sont en prison, 2 policiers. Non mais moi, en fait, je vais vous dire, on peut rigoler. Non mais on peut rigoler, on peut être sérieux sans être austère. Est-ce que je peux faire une phrase? Pardon, excusez-moi. Elisabeth, ça y est, je me tais, je m'en vais d'ailleurs. C'est pas possible. Bon, c'est bon enfant. Ouais. Allez, oui. Donc, moi, si vous voulez, bon, très bien, j'entends bien tout ça. Je suis pas sûr que, on devrait suivre tous les faits et gestes de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, parce qu'à un moment, c'est quand même un homme face, disons, à un moment quand même pas facile. Moi, j'aimerais pas, si ça m'arrivait, vous êtes prié de me foutre la paix. Non mais, franchement, ça ne doit pas devenir un spectacle. Maintenant, je me pose quand même une question. Est-ce que... Enfin, si, je suis quand même sidéré que assurer la sécurité d'un prisonnier, c'est quand même pas n'importe quel prisonnier, donc si vous voulez, il faut assurer sa sécurité, soit si difficile. Et quand j'ai dit, mais il est à l'isolement hier, quelqu'un m'a dit, bah oui, Colonna aussi l'était. Alors, est-ce que... oui, Colonna, alors il l'était dans un premier temps, ensuite c'était... il était plus à l'isolement quand il a été tué? Non, parce qu'il se croisait, je crois, en fait. Il a été... mais franchement, j'espère que les juges qui ont cru bon, urgent, d'envoyer Nicolas Sarkozy en prison, commence à avoir honte, parce que vraiment... attendez... non, je suis désolé, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas eu d'appel, quand même, c'est un traitement de défaveur dégueulasse. Alors moi, je vais faire une petite analyse un peu plus touchy. Vous avez vu la polémique qu'a déclenché le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en disant, je vais aller voir Nicolas Sarkozy, parce que c'est normal, vu le statut du prisonnier, que je m'enquière de sa sécurité. Justement, en mettant 2 policiers dans la cellule d'à côté, vous dites très concrètement qu'il y a des problèmes de sécurité, donc il faut vérifier tout ça. Vous voyez comment peut-être. Vous voyez pas ce que je veux dire? Oui, vous êtes en train de dire qu'ils ont mis des flics pour justifier l'apport de la cellule de l'ancien chef de l'État est fermé. Peut-être. Vous avez l'esprit mal tourné. C'est vrai. C'est ma marque de fabrique. J'imagine que ce que vous venez d'entendre, ça vous fait réagir. Vous pouvez réagir avec Jean-François Aquili dans un instant dans La Vérité en face, notamment sur ces menaces quand même. Et moi, je croyais qu'il y avait un brouillage en fait en prison, qu'on pouvait pas balancer ce qu'on voulait, des cellules, des vidéos, etc. Enfin bon, c'est quand même assez étonnant tout ça. Un petit mot quand même. Non, Elisabeth. On entend un seul gars quand même. C'est pas non plus une bronca. Non, c'est vrai. Voilà. Mais quand même, ça surprend. Je sais pas ce que vous en pensez. On y revient avec Jean-François Aquili dans un instant. La Vérité en face, avec beaucoup d'autres sujets, et notamment cette histoire. Est-ce que la France a un problème avec les croix? Vous avez vu, il y a une bataille en fait en Corse, dans un village où on ne veut pas qu'il y ait la croix au centre du village, quoi. Nous allons en parler avec Jean-François Aquili, alors qu'il y a eu aussi des dégradations récemment d'un tas de monuments et d'églises. Il est 8h58, dans un instant le point sur les infos, et puis bien sûr Jean-François.